Je lance l'appel, la PEC. Bonjour. Allô? Oui. Bon, comme d'habitude, il y a juste Renaud qui a des problèmes. Vous m'entendez bien? Renaud, il est pas On là. a souvent besoin d'aller faire un petit caca de dernière minute, des choses comme ça. Fait que... Ah, je sais ce que je vais faire. Bon, Renaud est là. Allô? Désolé, c'est en retard. T'es-tu dans une grande pièce vide? Je suis dans une grande pièce vide, oui. Ben, tout a l'air de fonctionner. Renaud, je pense que faire ton introduction. J'introduis le podcast. Alors, bienvenue à l'épisode 39, un podcast toujours en confinement avec la crise qu'on connaît. On est à la 3e semaine de la crise COVID-19. Nous sommes vendredi, le 3 avril 2020. Et cette semaine, là, on change de sujet. Là. On a assez parlé de COVID, là, j'imagine. Là, tout le monde est chamboulé par ça. Et on pensait qu'en restant enfermé chez nous, on améliorerait la situation, mais c'est encore pire que la semaine passée. Faut que tu laisses du temps, Thierry. Faut que tu laisses du temps. Mais t'as raison, faut qu'on change les idées, là. Quoi de mieux? Parce que là, tout le monde a un peu à faire à son ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part faire de l'ordine? Je vous le demande bien. Fait que, on a avec nous Hugo, qui est un spécialiste informatique, qui va nous parler de bases de données. Parce que là, attention, là, à force de faire des Microsoft Word, des documents Microsoft Word, là, vous pourriez remplir. Fait que, Hugo va dire un peu là, de stockage, puis comment ça fonctionne tout ça, là. Y a-tu juste moi qui coupe? Oui, Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Ben, Y Renaud, a-tu juste moi que ça coupe? Moi aussi, j'ai entendu ça, ouais. Mon Internet a de la misère en ces temps de crise, là. C'est donc et on va avoir Mathieu également qui va nous parler de Linux, un système d'exploitation. fin à Puis je parle pas de la traite des esclaves. Ok, ouais. J'ai dit que j'étais pour faire une chronique sur l'informatique, comme c'est le sujet de l'émission, il faut qu'on fasse des chroniques sur l'informatique. Informatique de façon générale. Ah non, de façon excessivement précise sur comment faire un bon virus informatique avec les moyens technologiques. Là. C'est drôle ce que tu dis là, Thierry, parce que moi, pour me préparer au podcast, j'ai été chercher sur Google l'image qui correspond à informatique. Et puis, justement, quand tu tapes informatique là, dans l'image, c'est une espèce d'homme cagoulé avec un fond bleuté noir puis des chiffres, des chiffres qui défilent. Les hackers. Mais dans le fond, c'est ça. C'est l'image qu'on a de l'informatique encore. Ça, je me demandais, Hugo, ça t'affecte-tu, ça, que justement, quand on parle d'un informaticien, on a tout de suite en tête un homme cagoulé qui se promène dans le dark web puis qui fait des choses pas trop correctes. L'image qu'ont les gens d'un hacker, c'est une personne cagoulée devant son ordinateur, souvent avec peu de lumière, puis des chiffres et des lettres qui défilent devant l'ordinateur, mais la vérité, c'est que on n'est pas du tout comme ça. Et les bureaux où on travaille sont plutôt lumineux, puis en général, c'est un petit peu trop chauffé, fait qu'on est plutôt en t-shirt. Il y a des freelancers aussi, qui vont dans les ordinateurs du gouvernement pour vendre les informations aux terroristes. Mais ça c'est vrai que ça existe, là. On peut pas faire comme si ça existait pas puis que tout le monde était juste gentil dans avec des cravates à manger des lunchs vegan sur le midi, là. Allô? Ouais, non, mais c'est Ok. Ça a fait un froid. je pense qu'il y a le bingo en ligne. Moi, c'est ça que je fais pas mal pour me désennuyer. Bingo en ligne. Je sais que toi, Julien, tu tricotes, là. Oui, j'ai commencé ça, mais tout est sur le bingo. Moi, j'ai... Mais Renaud, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Renaud, es-tu encore là? T'as-tu perdu, Renaud? Je pense qu'on l'a perdu, effectivement. Toi, Hugo, t'as arrêté le badminton? Même si c'est la pandémie, il faut que tu continues à jouer au badminton, là, sinon tu te laisses atteindre par la crise. Peu de temps avant la coupure de notre gymnase, j'ai acheté un filet montable chez Decathlon, mais on n'a pas trouvé d'endroit où le placer. Parce qu'on s'est dit que si on plaçait ça le long du canal de la Chine, on allait se faire insulter par les gens. Ouais, ok. Oh, il y a quelqu'un qui vibre. Qui c'est qui vibre, là? C'est probablement moi. Ah, te demanderas pas. Renaud, essaie-tu de rejoindre? Ben, Renaud, t'es là, Renaud? Je Ah, suis ben là. oui, il est là. Ok. Bonjour. Ah! bonjour. Oui, j'ai perdu ma Ok. connexion Internet. Bon, ben, Renaud, tu peux reprendre le contrôle de l'épisode. Comment là, ça se fait que j'ai perdu ma connexion Internet, là? Ben, parce que tu Ah, payes parce que juste t'as une 25$ par connexion mois. marde. Ouais, t'as juste 33 PPS, là. Moi, j'ai une connexion à 126 BPS, fait que moi, ça run mes affaires, là. Je suis pas sûr d'avoir compris l'unité utilisée. Mbps, tu connais pas ça? C'est pas pour ça que je paye 130$ par mois, c'est pour avoir du BPS, mon gars.
On va en parler de ça aussi. Les BPS? Hey, j'ai hâte, là. On passe à ta chronique tout de suite. Moi, je vote pour que tu commences ça, là. Ouais, let's go, là. C'est le temps de passer aux affaires sérieuses. Très bien, ben écoutez, la chronique que je vous ai préparée aujourd'hui, c'est une chronique sur l'unité informatique, le byte. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un bit? Parce que finalement, on va parler de byte, mais avant ça, il faut parler de bit. Un bit, c'est une unité qui peut prendre deux valeurs possibles. Fait que, en général, on la définit par 0 ou 1. Fait que c'est juste une valeur qui peut être 0 ou 1. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un byte? Un byte, ou on appelle ça aussi un octet, c'est un mot constitué de 8 bits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, dans le fond, un octet ou un byte, c'est juste pour dire 8 bits. Le mot byte, il a été créé en 1956 par Werner Buchholz. Et il vient de l'anglais byte, comme une bouchée. Puis on appelle ça comme ça, tout simplement parce que le processeur, il accepte les informations, les instructions machines par petites bouchées. C'est vraiment de là que ça vient. Ah, ok. Ce qu'on appelle... Excuse-moi, oui, Hugo. bien sûr. J'ai mal compris la distinction entre ton affaire de byte puis d'octet. C'est pas, justement, on croit souvent que c'est la même chose parce que disons qu'on nous a pas aidé pour ne pas bien faire la distinction. Alors. Encore les compagnies de télécom qui rient de nous, ça, Hugo? Oui, Non. mais oui. En fait, le mot octet est constitué du préfixe oct, qui signifie 8, et du suffixe e, qui signifie petit. Donc, un octet, c'est 8 bits. Un byte, donc une bouchée pour le processeur, il peut varier en nombre de bits qu'il représente. Puis ça dépend du processeur. À une certaine époque, un byte était constitué du seulement 6 bits. Puis, dans des ordinateurs plus récents, ça peut être au-delà. Sauf que le dictionnaire multimédia, audiovisuel et informatique, ainsi que la normalisation IEC 80000-13, ils décrivent le byte comme étant 8 bits. Fait que c'est là que on se dit, ben en fait, un byte c'est 8 bits, mais pas tout le temps. Puis kilo-octet, ça veut dire 800 000... Non, laisse faire. Pas tout à fait. Non. Maintenant, les fournisseurs d'accès Internet, ils vont utiliser une mesure qu'on appelle le mégabit. Finalement, c'est une mesure plus petite. Par exemple, si on parle d'une connexion Internet de 30 mégabits, en réalité, ça correspond juste à une connexion Internet de 3.75 mégabytes ou mégaoctets. Et quand on nous dit là que c'est une connexion gigabyte, ou plutôt gigabit, dans ce cas-là, nous on se dit c'est du gigabyte. Mais en réalité, une connexion de 1 gigabit, ça correspond seulement à une connexion de 125 mégaoctets par seconde. Donc, quand on utilise les unités informatiques, par exemple, on achète un disque dur de 512 gigaoctets. Ensuite, quand on va dans Windows, on regarde, puis finalement, le disque dur, il fait pas 512 gigaoctets, il fait genre 476. Et là, on se dit, mais d'où ça vient, ça? Ça, c'est parce que on utilise les kilos, les mégas, etc. de la mauvaise façon, en fait, avec les unités informatiques. Puisque quand on parle d'unité informatique, au lieu que 1 kg égale à 1000 grammes, on voudrait que 1 kg égale à 1024. Cette nomenclature des préfixes binaires a été créée en 1998 par la Commission électrotechnique internationale et spécifie les suivants. Et je pense que vous les avez pas entendus. Pour un kilo... là. En train de jouer avec ses tournées. Ah, excusez, je ramassais de quoi? Comment tu sais que c'est moi qui fais ce bruit-là? Donc je disais, en fait, quand on parle souvent d'unités informatiques, on va utiliser les unités de kilos, mégas, etc. Mais en fait, la Commission électrotechnique internationale a créé une nomenclature spécifique. Et on va appeler le kibioctet, le mébiooctet, le gibiooctet, le tébiooctet, le pébiooctet, etc. Ces unités-là, vous les avez peut-être pas entendu parler, mais c'est ce qui est utilisé dans Windows. Hey Hugo, Oui. tu parlais tantôt de la Commission électrotechnique internationale. C'est quand même impressionnant, ça. Je me demandais juste comme ça, toi qui es informaticien, c'est-tu un rêve de tout informaticien de siéger sur cette commission-là? En fait, pas spécialement cela. Je dirais que quelque chose d'un petit peu ultime quand on travaille dans l'informatique, puis plus précisément dans la programmation, ce serait plutôt de travailler sur les standards. Il y en a certains qui ont leur mot à dire dans les standards, comme le futur du langage C++, etc. Puis souvent, les personnes qui vont participer aux évolutions de ces standards-là sont des personnes qui sont extrêmement pointues dans leur domaine. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile, cette petite explication. Moi, je dois t'avouer qu'il va falloir que je réécoute là, quand le montage va être fait pis tout, là, parce que moi, je connais pas rien dans l'informatique, puis tu m'as perdu à certains endroits. Ça a pas pris de temps que même les plus niaiseux se sont mis à avoir des ordinateurs, puis à Vancouver, avec leur ordinateur quantique, là, ils veulent faire la porte des étoiles.
Ça, c'est-tu pas... Moi, je trouve qu'on devrait mettre un stop à ça. Ouais, mais les processeurs quantiques, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est pas... C'est en fait, les calculs sont... Ouais, non, mais les calculs sont pas faits comme sur un ordinateur standard moderne. Tout est tellement mélangeant avec vos affaires de... Ouais, mais on est ailleurs. Ça doit se jaser à la Commission internationale électrotechnique, ces affaires-là. Ouais, sûrement. Renaud, tu veux-tu reprendre le contrôle de l'épisode? Oui. Ouais, ben, je te laisse faire, Thierry, parce que j'ai l'impression que mon Internet va tellement mal que vous m'entendez saccader. Renaud, je peux te rassurer que c'est pas une impression, on t'entend vraiment. C'est une voix robotique, justement. Ben, Mathieu, t'avais une chronique sur l'informatique, c'est ça ou... Oui. On va aller avec ta chronique sur sur l'informatique. Sur Linux. Sur Linux, oui. C'est ça, sur Linux, qui est un système d'exploitation pour les anarchistes, si je comprends bien. Non, parce que Linux, à la base, c'est un noyau créé par Linus Torvalds, c'est un Norvégien, il me semble, ou un Finlandais, en 1991. Puis, un noyau, en fait, c'est ce qui permet au matériel, donc ton CPU, ta mémoire, ton disque dur, de communiquer avec les logiciels que tu as sur ton ordinateur. Et le logiciel, c'est au sens large, en fait. Sauf que Linux, en tant que tel, c'est pas un système d'exploitation, c'est quand il est jumelé avec ce qu'on appelle le projet GNU, ou des logiciels du projet GNU. Le projet GNU, ça a été fondé par Richard Stallman. Lui, c'est un Californien, il me semble, ou un New-Yorkais. Linux plus GNU, G-N-U en majuscule, ça forme ce qu'on entend par le système d'exploitation de Linux. On vulgarise ça souvent comme ça, en fait. Donc, le projet GNU, en fait, est soutenu par la Free Software Foundation, qui a été créée en 1985. Et Linux est soutenu par la Linux Foundation, qui standardise, en fait, le but de Linux, la Linux Foundation, c'est de standardiser le protocole Linux ou tout ce qui se trouve dans Linux. Ça supporte aussi et promeut son adoption commerciale. Les membres de la Linux Foundation, il y en a quand même beaucoup, sont tous connus. Il y a AT&T, Cisco, Fujitsu. C'est pas une sorte de soupe, ça? Non, c'est peut-être un peu, mais c'est pas un truc qui font des appareils photo. La pellicule de... Oui, c'est ça, je merde. Moi, je pensais que c'était un art martial. Il y a Google aussi qui est sur le siège sur le monde. Hitachi, Huawei, IBM, Intel, Microsoft ils sont revenus en 2016, il me semble. NEC, Oracle, Orange, Hugo, tu connais. Oui. Qualcomm, Samsung, Tencent, puis d'autres, plein de développeurs en fait à travers le monde. Donc ils sont tous là ils siègent tous au conseil, mais à la fondation, pour standardiser Linux, supporter Linux et promouvoir l'adoption commerciale de Linux. La création de Linux par Linus Torvalds, c'est pour faire un système d'exploitation ou un noyau qui soit entièrement open source. Donc, l'open source, dans le cadre d'un logiciel, c'est lorsque le code du logiciel, en fait, est complètement ouvert, libre et accessible, et modifiable, redistribuable. Comment ça fonctionne, comment il a été écrit, pourquoi est-ce que ça a été écrit, bref, on voit tout ce que... On voit le logiciel à lui, finalement. Un gros avantage de Linux, c'est qu'il peut être coupé en petits morceaux et réduit à ses plus simples appareils pour être utilisé pour des choses de base, mais unique. En fait, c'est pour enlever tout ce qui est inutile dans le noyau, puis l'utiliser uniquement pour ce qu'on veut l'utiliser. Ce qui fait en sorte que Android est basé sur un noyau Linux qui a été modifié avec le temps, parce que c'est open source, mais qui a été modifié pour le rendre à leur sauce, en fait. Ce qui fait en sorte que dans la plupart des téléviseurs intelligents, des appareils intelligents en général, tu as une base qui est le noyau Linux. La NASA utilise beaucoup ça. Mais le gars, Linus Torvalds, est-ce qu'il est milliardaire aujourd'hui ou ben il a dit l'argent, il aime même pas ça? Puis, Linus Torvalds était même pas d'accord que son noyau s'appelle Linux, qui ressemble à 3 son nom. Comment il l'a rappelé? Je sais pas autrement, mais c'est juste parce que c'est un comment je pourrais dire ça, c'est un asocial confirmé. Lui, s'il pouvait rester dans son sous-sol, la lumière fermée avec... Mais c'est une espèce de génie. Là. Et on va pas aller jusque-là, mais en fait, c'est parce que Linux vient pas de rien non plus. Là. Il a juste décidé qu'il a fait un noyau, oui, avec un noyau qui existait déjà, mais qui était closed source, puis là, il a fait une version open source. Oh. Le système de noyau, en fait, le système d'informatique, avant, ça s'appelait Unix. Et peut-être que vous avez entendu parler de ça. Unix, parce que c'est sur Unix que Mac se base. Donc, Linux et macOS ont un lointain oncle. Mais l'OS Linux au complet, c'est vraiment open source. En fait, il y a tellement open source que plusieurs groupes de personnes ont créé
autour du noyau et du système d'exploitation, qu'on appelle des distributions, des distros. Les plus connus, sans doute, sont Ubuntu, Debian, Linux Mint, Arch Linux, Manjaro, Fedora. Il y en a plein d'autres, il y en a à l'infini. Il y a même une distribution Linux qui s'appelle Anna Montana, qui est un meme il y a quelques années, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui la maintient. Ici, on rejoint un peu plus l'aspect bureautique, informatique, l'informatique de votre bureau. Là. Parce que moi, Mathieu, si je peux me permettre, pour être en toute transparence là, envers nos auditeurs, je suis bi. J'utilise Windows et Linux. Oh! Est-ce que ça a fait de moi un tri? J'utilise Windows, Linux et macOS. Moi, je trouve que t'abuses un peu, là. Mais, en tout cas. Très intéressant comme discussion. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Renaud. Est-ce que t'as commencé à tripoter tes open source? C'est-à-dire que visuellement, il n'y a pas de changement, mais après ça, c'est qu'est-ce que t'en fais, jusqu'où t'amènes ça? Ben là, tu te rends compte que finalement, je suis analphabète informatique, comme la majorité de la population de la planète, là. Mais Renaud, par contre, tu sais diviser par 8, au moins, regarde, t'as ça de réglé. Tu pars avec des bonnes bases. Merci, je viens de croire en moi. Linux, c'est pas juste un système d'exploitation, c'est aussi une communauté, parce que tout le monde travaille à faire en sorte que ça aille mieux, que ça aille plus vite, en réparant les bugs, les failles. Et Linux brise rarement, sinon jamais, en fait. C'est fiable et c'est simple, parce que le but ultime de Linux, c'est d'être le plus simple possible. Ce qui fait en sorte que ça devient stable, parce que justement, les correctifs sont appliqués rapidement. Linux, c'est un peu comme une religion, mais pas tant en fait. C'est que tout le monde veut tellement que les gens adhèrent à ça, qu'ils vont tout faire pour que ça soit fiable, stable et simple. Chez Bureau en gros, le gars, il m'a dit c'est Windows, puis c'est tout, puis c'est ça que j'ai acheté. Il y a beaucoup de préjugés envers Linux déjà, à la base. Parce que toi, Mathieu, là, quand tu te promènes dans la rue, là, je pense que jamais personne pourrait dire ce gars-là, il est sur Linux. T'as de la normale, tu sais. Ouais. Bonjour, j'ai vu quelqu'un sur son sac à dos un macaron Linux, puis j'ai trouvé ça cool. Comme les premiers chrétiens qui se mettaient des poissons qui se dessinaient des poissons pour qu'ils se reconnaissent à Rome. C'est un peu ça, c'est comme une religion dans le fond. En fait, dans les préjugés, c'est pas difficile Linux. En vrai. C'est aussi difficile que de passer de Windows à Mac. En fait, c'est très drôle, parce que j'ai une anecdote ici sur le fait que Google, dans leur bureau, en fait, un peu partout, ils ont une version modifiée d'Ubuntu qu'ils ont appelée Gumbutu. Puis c'est ça qui roule dans leur bureau, fait que ça me faisait un peu rire. Mais en ce moment même, t'es sur Linux. Oui. Ok. Ben ça marche bien d'abord, c'est ça, là. Bon, Renaud est parti, là. Renaud, qu'est-ce que tu fais, là? Ça t'intéresse pas, là, ce qui se passe, là? Je l'ai dit, ma connexion Internet, là, à 7 Mbps, elle va pas très bien. Ils auraient dû te donner des GB plutôt que des gigas. Ils ont vu dans ma voix que je connaissais pas ça, là, puis ils m'en ont passé une vite, là. Mettons, moi, Mathieu, je veux absolument un clavier QWERTY, là. Ça va-tu être correct avec Linux? Oui. Ok, bon. Renaud est vendu à Linux. Je vais peut-être passer à Linux aussi. Là, je suis pas converti, Ben, en fait, mais... juste l'essayer. Tu mets sur une clé USB et tu l'essayes quelques fois pour voir à quoi ça ressemble. Ben, je me rends compte que pour les programmateurs, ils sont tous sur des affaires Linux. Là. Non! Ben non! Moi, j'ai appris à programmer bien après que j'ai commencé à utiliser Linux. Là. Mais sinon, c'est bon ces chroniques-là sur l'informatique qu'on vient d'avoir parce que ça nous fait vraiment oublier tous les problèmes qu'on a avec la société en ce moment. Moi, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas m'être acheté une arme à feu. Hein. Et sur ces belles paroles... Donc, Thierry, merci d'avoir été là cette semaine, d'avoir animé un peu avec moi, étant donné ma connexion Internet déficiente. Vincent, merci d'avoir été là, d'avoir amené ton vent de fraîcheur dans l'appel. Julien, également, là, à Québec. Tu es toujours à Québec, là? Oui. Oui, bon. Puis Mathieu et Hugo, nos informaticiens d'invités, des invités de marque. Parce que c'est important, on voulait en 2020 pour la saison 2 avoir des invités dans ce podcast-là. Puis c'est pas parce qu'on est confiné chez nous que le podcast y arrête. Ben, ça m'a fait très plaisir. Merci Renaud pour cette opportunité. Avait autre chose à dire. Je pense que ça conclut pas mal l'épisode de 39. Il n'y a plus personne qui sort dehors, de toute façon. Bon, moi, je sors dehors. Je m'en sac des règles. Là. Ça va durer 4 ans là, à cause de tout. Moi, je suis allé prendre des marches. Je suis allé faire de l'activité physique dehors. C'était le fun. Bon. Fait que c'est good. Fait que, c'était l'épisode 39. Merci à tout le monde. On revient la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est fini. On s'en retourne dans le garage.
C'est moi que je regarde pas assez de nouvelles ou que... Ben, si c'est fini aux États-Unis, c'est fini au Canada. J'ai vu qu'on retournait pas au travail avant le 13. Bon, ben... Il y a juste moi qui peux aller dans mon garage. Ok, là, l'épisode 40. C'est l'épisode 40. Ok, salut. Alright. À la prochaine. Ouais, Bye. ouais. Adios, Bye-bye. bandidos. Tout le monde s'en va, tout le monde se déconnecte. Il reste juste nous autres. Ah, ok, non. Finalement, ouais. Bye Thierry. Ben, salut Vincent, passe du bon temps, puis on se revoit. Good. À bientôt. Salut. Je me retrouve tout seul encore une fois. Avec ma chronique sur l'informatique que j'ai pas eu le temps de faire. Mais c'était très intéressant. Et l'appel se termine maintenant. La qualité audio était bonne. Close.